Salut à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport de TVA 78. Nous sommes le lundi 17 juin. Voici le sommaire. Objectif récolter 90 000 € pour des associations caritatives. Le tournoi de rugby 7 de cœur se déroulait ce week-end au stade de Porchefontaine à Versailles. Un événement sportif et solidaire qui revenait cette année pour une 8e édition. C'était la 8e également pour la GoSport Running. Plus de 16 000 coureurs ont pris le départ dans le parc du château de Versailles dimanche. Une course royale de 15 km ou des parcours plus courts, il y en avait pour tous les goûts. Et puis ceux qui passent le bac aujourd'hui en seront peut-être les premiers élèves. L'EMS Sport Business School ouvre à la rentrée prochaine à Guyancourt. Et l'école de commerce forme au métier du sport. On en parle avec Mohamed Ati, directeur de l'établissement. Et puis sur ce plateau des découvertes également, notamment l'équipe H-Boy, championne d'Île-de-France élite en catégorie U15. Ses joueurs et son entraîneur seront nos invités. Cette information d'abord que l'on a appris la semaine dernière, la Ryder Cup 2018 a boosté l'économie française. D'après une étude commandée par le comité d'organisation, l'événement golf qui s'est déroulé fin septembre 2018 à Saint-Quentin en Yvelines a généré 235 millions d'euros. C'est quasiment 20 millions d'euros de plus par rapport à la dernière édition sur le sol européen. C'était en 2014 à Gleneagles en Écosse. Plus de 270 000 personnes avaient assisté à la compétition au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Allié à sport et à solidarité, l'esprit du tournoi 7 de cœur qui revenait ce week-end à Versailles pour une 8e édition. Une trentaine d'équipes étaient présentes au stade de Porchefontaine pour ce traditionnel tournoi de rugby à 7 et surtout pour récolter des fonds pour des associations caritatives. Solidarité et entraide, deux des valeurs du rugby mises en lumière chaque année par 7 de cœur. Au programme, de nombreuses animations dont un tournoi relevé qui se joue à 7 contre 7. Mais l'événement se distingue avec son angle caritatif. Depuis son lancement, le tournoi 7 de cœur a permis de récolter 320 000 € pour des associations. On le fait par le biais de levée de fonds, mais également par des opérations de communication en essayant d'avoir le plus beau résultat pour pouvoir parler le mieux possible des associations qui sont bénéficiaires du tournoi. Pour sa 8e édition, 7 de cœur a soutenu 5 associations caritatives, dont celle de l'ancien international français et entraîneur de Biarritz, Patrice Lagisquet. Chrysalide accompagne les parents d'enfants déficients mentaux. Et l'avantage qu'on a avec des tournois comme celui-ci qui nous permettent de recueillir des fonds, c'est que ça nous donne une autonomie pour lancer des projets. On a été pionniers sur la création des auxiliaires de vie scolaire, sur les premières classes d'intégration dans les années, au tout début des années 90. Et chaque fois, c'est grâce à des soutiens comme celui d'aujourd'hui qu'on a pu lancer ces projets. Sur le terrain, des joueurs venus de toute la France, mais aussi d'Angleterre et de Chine. Et parmi la trentaine d'équipes représentées, quelques habitués. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on est là, qu'on est à Versailles et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jouer ici, de voir le niveau un peu et surtout de participer à une asso caritative pour ces gens-là et pour le rugby en plus. Parce que c'est un tournoi qui est très relevé sportivement. Et en même temps, le caritatif, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fait de pouvoir jouer au rugby et de faire en même temps une bonne action. Bonne action transformée, l'objectif de 90 000 € affiché cette année sera probablement atteint. Avec une météo au rendez-vous, vous l'avez vu sur ce dernier sujet, le week-end était également fait pour les amateurs de course à pied dans le parc du château de Versailles dimanche. Le groupe GoSport a organisé la 8e édition de son événement running. 4 parcours étaient au programme pour satisfaire les athlètes mais aussi les sportifs du dimanche. Les images de Nicolas Dandry. Ils étaient plus de 16 000 coureurs à s'élancer dans la 8e GoSport Running. Premier départ dès 9h du matin pour les plus aguerris, un 15 km dans des conditions presque idéales et un cadre royal, le parc du château de Versailles. Pour la course royale, on a accès à une des parties du jardin qui était jusque-là inaccessible, c'est les jardins de la ferme de Marie-Antoinette. Donc je pense que les coureurs vont vraiment prendre beaucoup de plaisir. Le cadre autour du château, c'est quand même assez sympa, ça change des autres courses où c'est beaucoup plus urbain. Là on a un côté forêt, un côté parc et un côté château. Les paysages sont sublimes. Par contre c'était dur, j'imaginais que ce serait du plat, mais non, c'est des faux plats, ça monte, ça descend. Bon, ça rend la course aussi un peu plus ludique du coup. Un peu dur pour moi aujourd'hui. Il a été mon lièvre. Je lui ai servi le lièvre au début, après il est parti. Je pensais qu'il allait me lâcher, mais finalement c'est moi qui l'ai lâché. Au total, 4 courses étaient proposées. Objectif de l'événement qui se veut familial, le rendre accessible à tous les niveaux. C'est le sport accessible à tous les niveaux, à tous les âges. Et c'est une course conviviale aussi au-delà de ça. Les gens se déguisent, les gens ont le sourire. Il n'y a pas forcément de recherche de performance, on est là pour se faire plaisir et c'est ma vision du sport aujourd'hui. Et l'ambiance était bon enfant au départ de la
course des princesses, 8 km de parcours que les participants pouvaient accomplir déguisés. Non, on n'est pas déguisés, on est naturel. Ouais, c'est naturel. Pour montrer à ma femme que je peux courir aussi en robe. Bon, j'ai évité les talons, mais ça sera pour l'année prochaine. Allez, une page football à présent avec la Coupe du Monde féminine qui se tient en ce moment en France. Après les Bleus, le stade municipal de Croissy-sur-Seine a accueilli une deuxième sélection engagée dans le mondial, l'Écosse. Les joueuses britanniques se sont entraînées hier devant le public. Après 2 défaites dans le groupe D, les Écossaises sont déjà éliminées du mondial. Elles préparent cependant leur dernier match de poule face à l'Argentine ce mercredi au Parc des Princes à Paris. Football toujours, mais chez les masculins, on jouait ce week-end à Verneuil-sur-Seine la finale de la Coupe des Yvelines Seniors. Et c'est l'ASC Vélizy qui a été sacré, score sans appel, 7-0 contre Carrière-Grésillon. La hiérarchie n'aura donc pas été respectée puisque ce sont les Véliziens qui faisaient office de petits poussets dans cette finale, évoluant une division plus bas en championnat par rapport à leur adversaire. 3e Coupe des Yvelines de l'histoire pour l'ASC Vélizy. C'est un petit coup de tonnerre pour le football yvelinois. Laurent Fournier a été nommé nouvel entraîneur de l'AS Poissy, une carrière de coach et surtout de joueur avec de nombreux trophées remportés. Autant dire que le club pissiacais, pensionnaire de National 2, nourrit de sérieux espoirs pour la saison prochaine. Michael Elmidoro et Wilfried Richy. Formé à l'Olympique Lyonnais où il disputera 260 matchs dans les années 80, passé par Saint-Étienne, Marseille et Paris, Laurent Fournier, 54 ans, est aujourd'hui le nouvel entraîneur de l'AS Poissy. Conférence de presse ce jeudi matin pour le nouvel homme fort du football pissiacais. C'est toujours valorisant d'être sur un terrain, de faire partager ce qui nous a permis de gagner pas mal de titres, de faire comprendre aux jeunes que de travailler à l'extérieur c'est toujours mieux que de travailler à l'intérieur et que le sport, c'est le foot, c'est populaire, ça permet de s'extérioriser, d'être bien dans sa peau. Son ambition, la montée d'ici 2 ans. L'AS Poissy actuellement en National 2, la 4e division française et qui vient de terminer cette saison à la 9e place. Je pense qu'on a effectivement d'un côté la difficulté d'être du monde amateur, mais c'est un monde formidable, et d'un autre côté des anciens pros qui sont fédéraux. Donc c'est de retrouver l'alchimie entre ces jeunes, ces jeunes issus de l'AS Poissy, de les faire monter en National 2 et ces anciens de les entourer. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour réussir notre projet. Le PSG, le Red Star, Créteil, Laurent Fournier retrouve donc une place sur le banc d'une équipe francilienne. Plus de 3 ans après avoir quitté son dernier poste d'entraîneur, il reprend du service et ne devrait pas déroger à sa réputation d'homme combatif et possédant un certain franc-parler. J'ai pas trouvé que c'était incohérent cette année, j'ai juste trouvé qu'il y avait les résultats étaient en dents de scie. Donc peut-être problème de mental, mais on l'a vu, le mental, il n'y a pas que l'AS Poissy. Il y a certaines équipes comme le Paris Saint-Germain qui ont perdu contre Manchester alors qu'ils avaient mené 2-0. Et là aussi, c'est pas un problème de qualité, c'est juste un problème d'exigence. Et quand on est exigeant, je crois qu'on arrive à faire pas mal de choses. Une petite pensée pour ceux qui passent le bac avec notamment ce lundi la tant redoutée épreuve de philosophie. Alors certains de ces futurs bacheliers seront peut-être sur les bancs de cette école à la rentrée. L'EMS Sport Business School. Et pour en parler, son président est en plateau. C'est Mohamed Atik. Bonsoir. Bonsoir. Président fondateur donc de cette école qui va ouvrir en octobre boulevard Vauban à Guyancourt, à quelques mètres des locaux de TV78. L'EMS, c'est une école de commerce des métiers du sport pour la présenter. Exactement. L'EMS Sport Business School est une école 100%, une école de commerce 100% sport business. Elle forme les futurs leaders dans les métiers du management, du marketing, de l'événementiel sportif et hospitalité, sponsoring, etc. Toujours dans les métiers du sport. Alors pour revenir sur votre parcours, vous êtes originaire de Trappes et vous avez été sportif de haut niveau en athlétisme. Je l'ai dit, originaire de Trappes. Pourquoi créer cette école ? Pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette école ? En fait, c'est venu d'une simple idée. En 2017, lors de la réforme Macron, suivie de celle de François Hollande, il y avait cette réforme de la formation professionnelle. Et puis on s'est posé la question, moi-même issu du monde du sport, de l'univers du sport, on s'est posé la question qu'est-ce qui était fait autour de l'éducation, de ce qu'on pouvait proposer en termes de métiers autour des sports.
Et du coup, on a travaillé sur ce projet d'études de marché en études de marché. On s'est aperçu qu'en France, il existait très peu d'écoles spécialisées dans les métiers du sport business. Rien à voir avec STAPS où on forme des éducateurs. Là, on est sur notre là, on est vraiment en école de commerce spécialisée dans l'univers du sport business. Et le créneau du sport business, on imagine, c'est un univers en plein développement, avec une économie aussi du sport toujours plus complexe. Exactement. On sait que la bulle sport a complètement explosé, elle prend une place considérable dans notre vie de tous les jours. Et justement, les industriels, les entreprises sont en demande justement de ce type de jeunes diplômés prêts à l'emploi, ce que les écoles généralistes ne sont pas capables aujourd'hui de fournir. Alors vous avez parlé des différents métiers que l'on peut exercer après être passé par l'EMS. Les différents cursus proposés au sein de l'EMS, c'est des cursus qui sont proposés dès après le bac ? Tout à fait, c'est du post-bac jusqu'au M2. Donc un jeune bachelier peut intégrer un bachelor 1, donc un bac plus 1, suivre son cursus jusqu'en B3, intégrer une entreprise lors de sa préparation de cursus en tant qu'alternant ou stagiaire si c'est dans le cadre d'un bachelor. Ensuite, donc à l'issue du bac plus 3, on peut devenir chargé de communication, de marketing, avoir une équipe en charge. Ensuite, si on continue, on prend le cycle grande école jusqu'au master 2, donc bac plus 5. On devient directeur marketing, management, etc. Autour des métiers du sport business. Et les intervenants, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des spécialistes, peut-être des économistes du sport, des spécialistes du secteur ? Tout à fait. Justement, l'intérêt de ce type de formation, c'est d'agrémenter autour d'un programme de blocs de compétences généralistes des modules, des blocs de compétences dans le sport. Ça peut être du droit du sport, ça peut être dans l'économie du sport, ça peut être dans différents domaines qui ont attrait au sport. La première rentrée, ça sera le 1er octobre prochain. Combien d'étudiants allez-vous accueillir pour cette première promotion ? Jusqu'à 300 étudiants. Donc là, les places sont très, très, très limitées. Il faut vraiment se dépêcher pour avoir sa petite place. Il en reste encore. Il en reste encore. Mais très peu. Très peu. Pour présenter votre école, alors il y a de nombreuses portes ouvertes. Les prochaines, je crois que c'est ce samedi. Il y en a toutes les semaines. On retrouve le programme d'ailleurs sur le site internet de votre école. Il y en a toutes les semaines. Tout à fait, il y en a toutes les semaines. En fait, on a mis en place un programme qui permet de donner le maximum de visibilité aux jeunes diplômés, donc post-bac, mais aussi ceux qui sortent de licence. Leur donner cette possibilité de venir visiter les locaux qui sont complètement atypiques, puisque l'idée c'était pas seulement d'apporter des locaux avec 4 murs, mais aussi apporter une image, une identité, une ADN à cette école. L'étudiant qui viendra dans cette école, il aura forcément envie d'y travailler, de s'y investir et puis de devenir l'ambassadeur de l'école. Et comment il l'intègre ? Est-ce que c'est sur sélection qu'on intègre cette école ? Là aussi, c'est une école comme les autres. On est reconnu par des titres RNCP, donc des diplômes bac plus 3 et bac plus 5. Il y a des épreuves à l'issue de chaque admission. Et puis, c'est en fonction des niveaux de chacun. Et le coût d'une année, l'EMS ? Donc pour les B1, B2, on est dans l'ordre de 8 000 €. On est dans la fourchette basse d'une école classique. Et après, c'est 8 500, mais du B3 au M2, on a les OPCO qui prennent en charge l'intégralité du financement de la formation. Et je rappelle toutes les informations sur le site internet de l'EMS Sport Business School. Merci Mohamed Atik. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de cet établissement qui va ouvrir à la rentrée prochaine à Guyancourt. L'actualité sportive qui vous a peut-être échappé ces dernières semaines, c'est la Coupe du Monde de BMX. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait les 7, 8 et 9 juin 2 manches de la Coupe du Monde. 260 concurrents issus de 25 nationalités se sont affrontés. L'événement affichait complet. Mélanie Poquet et Aurélie Ronze. Des tribunes pleines à craquer. Près de 12 000 personnes sont venues encourager les meilleurs pilotes de BMX au stade Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines.
c'est assez agréable d'entendre toute cette effervescence. Ouais. C'est très beau. Ce qui plaît, c'est de voir tous ces pilotes qui sont vraiment très forts et qui roulent vraiment à un niveau très supérieur. Près de 260 concurrents, dont 100 Français, se sont affrontés pour les 5e et 6e manches de la Coupe du Monde de la discipline. Chez nous, c'est la piste qu'on connaît le mieux. Donc toute la saison on se prépare dessus et c'est vraiment l'événement le plus important pour nous de cette saison. On a de plus en plus de pratiquants de BMX dans notre pays. Et puis ensuite, sous l'angle de l'accompagnement vers le haut niveau, le pôle olympique ici à Saint-Quentin y contribue beaucoup, mais on a cette capacité à s'installer de manière assez permanente sur les podiums au niveau international. Paris réussi pour les Français. Manon Valentino a terminé dimanche sur la plus haute marche du podium. Le public français était là à crier encore et je me suis dit il faut que j'aille, il faut que j'essaie. J'ai poussé dans les bosses, c'est passé, c'est juste incroyable d'avoir gagné ici. Chez les hommes, le Français Joris Daudet termine 3e samedi et 2e dimanche. Les prochaines manches de la Coupe du Monde se dérouleront les 14 et 15 septembre aux États-Unis. Et parmi les athlètes tricolores en lice, vous l'avez entendu dans ce sujet, Joris Daudet qui a signé 2 podiums lors de ces 2 manches de Coupe du Monde de BMX. Et Michael Elmidoro a profité de l'événement pour lui poser 3 questions. Je me suis lancé dans le BMX parce que j'adore les sensations fortes, j'adore la vitesse et j'adore les sauts et le BMX a tout ça en commun, donc voilà. Super carrière, beaucoup de titres, beaucoup de choses que j'avais pas espéré non plus, donc voilà, une super carrière, je suis super content pour l'instant, mais c'est pas fini. L'avenir, pour l'instant, le BMX pour l'instant jusqu'à temps que je puisse en faire et ensuite on verra. J'ai pas d'âge. Du baseball pour leur première en Coupe d'Europe. Les Cougars de Montigny, le Bretonneux, assurent. L'équipe saint-quentinoise espérait une demi-finale. Elle a fait mieux. 3e place obtenue dans la SEP Cup qui se disputait du 5 au 9 juin à Brno, en République tchèque. Après une qualification in extremis en demi-finale, les hommes de Rodolphe Lemeur se sont ensuite inclinés contre les Allemands de Heidenheim, futurs vainqueurs de ce tournoi. Dans la petite finale, les Inimontains ont disposé des Biélorusses de Minsk sur le score de 3-2. 2 corvées européennes, donc les Cougars jouaient ce week-end la dernière journée de la saison régulière de D1. Victoire 5-1 dans la première rencontre contre le PUC Paris avant de s'incliner 2-1 dans le match 2. Ils terminent donc 2e du groupe B de D1. Le week-end prochain, les Yvelinois seront engagés dans la première journée des playoffs et c'est un gros morceau dès le début car le club affronte Rouen, revanche de la finale de D1 de la saison passée perdue par les Cougars de Montigny le Bretonneux. Eux sont sur le toit de l'Île-de-France. Les H-Boys sont champions régional élite en catégorie U15. C'est du handball. Victoire contre l'Entente Massy-Ouest-Essonne le 2 juin dernier. C'était à Saint-Michel-sur-Orge, également en Essonne. Et pour en parler, 4 invités. Mohamed Mokrani, l'entraîneur, mais aussi Lubin, capitaine, Nathan et Baptiste qui sont joueurs de l'équipe. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Merci d'être avec moi en plateau. Je vais vous donner d'abord la parole à vous, Mohamed Mokrani. Quelle réaction suite à cette victoire C'est finalement la victoire du collectif? Tout à fait. C'est ce qui a fait la différence entre les autres équipes et nous. Concrètement, sur chaque équipe, il y avait des très grosses individualités. Et la différence s'est faite sur le collectif où les garçons ont fait en sorte de faire qu'un. Et c'est ce qui a fait qu'il y a la victoire au bout. L'humain de votre œil de capitaine, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match, sur la saison aussi pour votre équipe des H-Boys? La confiance en soi, la confiance qu'on a entre nous, la motivation surtout. Parce qu'il y en a qui font beaucoup de trajets pour ce sport car ils sont très motivés. Et aussi, comme l'a dit mon entraîneur, la cohésion. Et on précise qu'elle n'a qu'un an d'existence, cette équipe. On va avoir l'occasion d'en parler dans un instant. Nathan, c'était un match compliqué face à Massy. Oui, les scores étaient très serrés. Un coup, ils nous dépassaient à un point. Et après, on les rattrapait. Mais à la fin, on a fait la différence en les dépassant. D'autant que Massy, c'est aussi un autre grand bassin du handball. Il y a cette équipe de Massy qui évolue en deuxième division de handball, la Pro League, c'est ça. Donc il y a, on imagine, un vivier de jeunes très important aussi. Oui. Et Baptiste, je finis ce tour de table avec vous. Ça vous fait quoi d'être champion d'Île-de-France dès la première saison pour les H-Boys? C'est un
un grand sentiment et un grand honneur d'être sacré champion après un an de travail acharné. Et même s'il y a eu des blessures entre-temps, le groupe a tout fait pour arriver au bon aboutissement. Et vous avez ramené la coupe à la maison, vous l'avez aussi amené sur ce plateau. Alors H-Boy, je précise que ça veut dire Handball West Yvelines, c'est une équipe intercommunale du bassin mantois qui a été créée en avril 2018. Ce sont des jeunes de 14 à 15 ans, issus de 8 clubs du territoire. Et c'est une équipe qui évolue donc au plus haut niveau régional dans la catégorie, l'élite -15. Mohamed Mokrani, pourquoi créer cette équipe ? Quel était le but à la base ? Le but, alors ce qui se passe, c'est que l'année dernière, donc j'étais l'entraîneur de l'AS Mantaise, donc Baptiste et Lubin faisaient partie de cette équipe, et on a fini 9e de l'élite l'année dernière en ayant des enfants, des jeunes que de première année. Il s'avère qu'on s'est déplacé à 7 ou 8, ce qui était trop peu pour le niveau de jeu qui est de haut niveau pour des enfants de 13-14 ans. Et le constat a été que très rapidement, j'ai fait un diagnostic, et sur les clubs aux alentours, il y avait des individualités qui étaient là, qui se retrouvaient seuls dans leur club. Et l'idée, c'était de rassembler les jeunes qui ont un certain niveau pour qu'ils puissent avoir la même pratique, le même encadrement, et surtout créer une grosse équipe de notre bassin. Et vous attendiez à pareil résultat dès la première saison, obtenir ce titre de champion d'Île-de-France. Est-ce que ça faisait partie des objectifs de la saison ? Alors, je ne l'aurais pas dit, mais oui. L'année dernière, s'il s'avère c'était une très grande surprise de faire partie de l'élite dès la première année. On a perdu des matchs contre des joueurs qui faisaient 15 cm, 20 cm de plus qu'eux. Et j'étais persuadé que l'année d'après, avec du travail, et comme a dit Lubin, des jeunes qui sont motivés, assidus, concentrés, ça aurait fait la différence, et ça l'a fait. Et comment on crée une cohésion aussi vite des jeunes qui viennent de 8 clubs différents? Comment on crée une équipe très vite, une cohésion au sein de cette équipe? On crée des cohésions en faisant des moments conviviaux. On sort, ils passent des moments entre eux. Les uns dorment chez les autres sans que je puisse le savoir. Donc ils ont créé la victoire, elle est aussi leur victoire. Ils ont fait en sorte de pouvoir créer un vrai groupe. Et nous, l'aboutissement, c'est au mois d'avril. On est parti 5 jours sur un séjour sportif en Haute-Savoie avec l'ensemble du groupe. Je pense que ça a fait partie prégnante de la victoire qui a eu lieu le 2 juin dernier. On va leur poser la question. Bon, ils parlent sous votre contrôle. L'adaptation, elle s'est faite très vite, Lubin. L'adaptation entre les différents joueurs qui venaient de ces 8 clubs différents? Oui, assez vite. Enfin, on a eu du mal au début car on ne se connaissait pas du tout. On avait du mal à se faire confiance, mais on a vite compris qu'on pouvait avoir confiance en tout le monde et que tout le monde se donnait à fond pour faire le travail le mieux possible. Pareil, quand on arrive dans cette équipe où on connaît personne, Nathan, alors on connaît peut-être les camarades de son équipe, mais on connaît pas forcément les autres coéquipiers. Comment ça se passe les premières semaines? On commence par aller les voir et leur parler, essayer de faire connaissance, et après sur le jeu et sur les moments extérieurs de l'entraînement, on va les voir et on essaye de se connaître. Pareil, de votre côté, ça a été très rapide pour vous. J'ai oublié votre prénom, c'est Baptiste, pardon. Baptiste, ça a été très rapide aussi l'adaptation pour vous? Très, très rapide et très facile aussi. On va regarder déjà dès la saison prochaine, alors peut-être qu'ils ne seront plus dans la catégorie des 14-15 ans. L'idée, c'est de reproposer chaque année une nouvelle catégorie, de faire des détections peut-être? Tout à fait. Donc au vu de la réussite de ce projet sur la première année, donc dès l'année prochaine, il y a la quasi-totalité du groupe qui passe en moins de 18, donc on l'a su avant-hier, donc c'est la petite douche qu'on a pris parce que jusqu'à présent c'était des moins de 17 et dès l'année prochaine ça sera des moins de 18, donc ils auront 15 ans pour la grande majorité, ils joueront contre des jeunes qui seront dans leur 18e année. Donc du coup on va créer une équipe moins de 17 et en parallèle donc on reste sur une équipe moins de 15 avec les détections qui ont été faites sur ces clubs, avec 5 clubs pour l'année prochaine au lieu de 8, et l'équipe se crée tout doucement de l'autre côté. Et le but donc c'est d'avoir diverses catégories, plus qu'une, comme cette saison. Les H-Boys du bassin mantois, champion d'Île-de-France U15, élite U15 de handball. Bravo à vous et merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Une découverte à présent dans ce magazine, c'est le kayak polo, un sport qui se pratique donc sur l'eau dans un kayak, et le principe c'est de mettre un maximum de buts. Une journée de championnat régional de la discipline se tenait ce dimanche à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les images signées Nicolas Dandry. C'est un sport qui mélange handball et water polo, le tout se pratiquant à bord d'un kayak. Le kayak polo se joue à 5 contre 5 sur l'eau. Un match se divise en demi-temps de 10 minutes. Le principe, mettre plus de points que l'équipe adverse dans un but situé en hauteur. C'est du kayak
Alors il faut savoir faire du bateau. Et après, dès qu'on prend la balle en main, on oublie le bateau. Donc si on n'est pas bon en kayak à la base, on n'arrive pas très bien à manœuvrer. Et ensuite, après, c'est un véritable sport collectif. On est obligé de mettre en place des tactiques, des techniques pour jouer, comme dans tous les sports collectifs de petits terrains, pour savoir où on est, où sont nos coéquipiers et savoir où on va surtout, pour aller vers le but et marquer. Les gens qui sont plutôt attirés, c'est les familles, les amis, on va dire, les gens qui passent parce qu'ils n'ont jamais vu cette activité. Voilà. Une journée du championnat régional de ce sport se déroulait à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'occasion de faire connaître aux curieux cette discipline encore méconnue. Ça commence à se développer de plus en plus, surtout grâce aux Jeux Olympiques. Les personnes se rapprochent beaucoup des clubs de kayak et après découvrent des activités comme le kayak polo qui n'est pas diffusé à la télévision. À Trappes, on pratique le kayak polo depuis 15 ans. Le club compte aujourd'hui une centaine de licenciés. Un sport intéressant en vue de l'été. Avant de vous laisser un rendez-vous à ne pas manquer le week-end prochain, la 21e édition de la Revancharde se tient dimanche 23 juin sur la colline d'Elancourt. 200 participants sont attendus pour cette finale de challenge VTT. Nous serons en pleine journée olympique en plus sur ce site qui accueillera des épreuves des JO 2024. Le rendez-vous est fixé à partir de 9h. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Passez une excellente semaine sportive sur TV78.